Bonsoir. L'entrepreneuriat des jeunes, le Togo s'y est lancé depuis plusieurs années déjà et plusieurs mécanismes ont donc été mis en place et élaborés pour l'effectivité de cette initiative. Le 20 mai dernier, à Tapamé, la ville des Sept Collines a accueilli donc l'inauguration par Madame le Premier ministre de la nouvelle usine de transformation de manioc en amidon de la nouvelle société de commercialisation des produits agroalimentaires en abrégé NSCPA. Et au lendemain de cette inauguration, le second incubateur Nounia Lab, dénommé BAM Lab de Dapan, a été également officiellement lancé par Madame Myriam Dossou d'Almeida, ministre du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Et ce soir, donc, nous donnons la parole à des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce processus, justement, mais également à des bénéficiaires pour faire le point de tout ce qui est déjà réalisé. Et nous allons évoquer donc ce passage à grande échelle de l'entrepreneuriat des jeunes. Et pour nous en parler, donc, ce soir, nous avons sur ce plateau Monsieur Joël Anani Hunkanli, il est le directeur des opérations du FAYEJ. Le FAYEJ, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Monsieur Hunkanli, bonsoir. Bonsoir Anita, bonsoir les chers téléspectateurs. Merci. Nous avons également une experte en financement des entreprises agricoles en la personne de Madame Sena Darui. Madame Darui, bonsoir. Bonsoir Madame Anita, Mesdames et Messieurs les auditeurs et auditrices de la télévision nationale, bonsoir. Et nous avons également Monsieur Kofi Dodi Oignan Kitan. Il est le bénéficiaire du PAYEJ-SP. Le PAYEJ-SP, entendez, projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. Et Monsieur Oignan Kitan est également promoteur de l'unité de transformation du manioc en amidon de la nouvelle société de commercialisation des produits agroalimentaires, une société installée donc à Kamina, à Atapamé. Monsieur Oignan Kitan, bonsoir. Bonsoir Madame Anita, bonsoir chers collègues entrepreneurs. Et nous avons un autre bénéficiaire du FAYEJ, cette fois-ci, un monsieur qu'on ne présente plus, monsieur Gado Bema. Il est le promoteur donc de l'entreprise Green Industry Plast Togo, spécialisée dans le recyclage des déchets plastiques. Monsieur Bema, bonsoir. Bonsoir Anita, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci et merci d'être de retour une fois encore sur nos antennes et sur notre plateau. Alors, Monsieur Oignan Kitan, c'est vrai qu'on a commencé par planter le décor par l'inauguration justement de la nouvelle usine de transformation de manioc. Alors, dites-nous, quel a été votre sentiment? Parce que vous êtes le directeur général de la nouvelle société de commercialisation des produits agroalimentaires qui prend en compte donc justement cette usine de transformation de manioc en amidon. Alors dites-nous, quel a été votre sentiment ce 20 mai-là? Comment ça s'est passé? Merci beaucoup. C'est tout d'abord un sentiment de confiance. Confiance à l'État togolais, confiance aux divers mécanismes que nos gouvernants ont mis en place et confiance en nous, la jeunesse, qui ose et à rassurer l'État sur tous les engagements qu'ils prennent pour nous, à les traduire en réalité. Et aussi, c'est une joie pour nous et mes collaborateurs de pouvoir tenir et mettre en place cette unité de transformation de manioc à grande échelle que nous allons aborder en détail tout de suite. Et aussi, c'est un sentiment de vouloir encore faire plus. Voilà. Donc, on vous met un peu plus de la pression, on va dire. Et pas la pression, parce que la pression s'est déjà gérée d'elle-même depuis le début. Mais ça, je l'avais dit, c'est une sûreté que le départ est bien lancé et qu'on peut plus mieux faire. Et dites-nous, vous êtes accompagné depuis 2017 par le PAYEJ-SP. Vous avez choisi donc de vous spécialiser dans la transformation du manioc. Pourquoi vous avez choisi cette transformation-là? Et puis, on parle de transformation du manioc en amidon. Pourquoi cela? Pourquoi ce choix? On a fait ce choix, c'est en analysant un peu l'histoire de cette filière au Togo. Depuis fort longtemps, les producteurs ont du mal à trouver un débouché sérieux
pour pouvoir écouler leur production. Les gens, de façon naturelle, le manioc réussit bien dans l'Afrique tropicale. Donc, au Togo, le Togo fait partie, dont la production est plus facile. Mais le problème aujourd'hui pour les producteurs, c'est de trouver un débouché. Les tentatives à partir des initiatives à petite échelle ne répondent pas à l'entente de ces producteurs. Du coup, il faut penser à mettre un système de transformation à grande échelle pour pouvoir rassurer les producteurs, les partenaires économiques qui hésitent à financer la filière parce que qui parlent d'une unité de transformation parlent tout d'abord des producteurs de départ. Donc, les producteurs d'antan n'arrivent pas à solder leurs crédits au niveau des institutions de financement décentralisées. Du coup, les banques hésitent de continuer à investir dans la filière. Donc, il faut rassurer tous les acteurs à tous les niveaux donnés que le manioc, c'est une porte d'avenir pour assurer le revenu du producteur à la base et aussi servir les industries agroalimentaires qui ont le besoin en amidon. Donc, le besoin est là. Il y a les gens qui ont la volonté de produire, mais le pont pour faire la liaison entre les producteurs et les consommateurs, c'est ce que nous apportons aujourd'hui. C'est l'usine de la transformation du manioc à grande échelle en amidon que nous avons installée, qui établit ce pont, qui rassure maintenant les producteurs à y aller dans la filière. Et M. Onyakita, enfin, je suis sûre que la question qui va revenir dans la tête des téléspectateurs, c'est de savoir, c'est vrai que quand on dit transformation de manioc, on est plus, on tend vers l'agroalimentaire, on tend vers le gari, le tapioca, etc. Et là, vous êtes spécialisé dans l'amidon. Ça veut dire qu'au Togo, on a un réel besoin d'utilisation de l'amidon à grande échelle. C'est pour cela que vous êtes spécialisé dans ce domaine? Pas forcément le Togo seul, la sous-région tout entière. Okay. Parce que l'amidon intervient un peu dans notre quotidien, dans les industries textiles, dans les industries cartonneries, industries pharmaceutiques, agroalimentaires, et presque toutes les industries. L'amidon est partout. L'amidon est partout. Donc l'amidon, le besoin est très élevé. Donc c'est la porte de sortie pour pouvoir consommer à grande quantité notre production de manioc. Donc, cela voudra dire que lorsqu'on produit, par exemple, le gari et tout, peut-être que l'utilisation est limitée. C'est une utilisation limitée du manioc? Oui, et en s'arrêtant juste sur la production du gari, on est très limité. Okay. On ne peut pas embrasser un grand volume parce qu'on est 7 millions d'habitants environ au Togo. Ce n'est pas tout le monde qui consomme au quotidien du gari. C'est vrai. Et la technique aujourd'hui de transformer le manioc en gari aussi est limitée. Oui. On est à l'étape ancestrale où c'est des outils traditionnels qu'on utilise. On n'a pas des outils modernes qui peuvent permettre d'aller rapidement au volume. Donc la peine d'éplucher manuellement, de râper manuellement et de torréfier aussi manuellement donne vraiment un grand souci pour les gens d'emboîter cette transformation du manioc en gari. Donc, on n'arrive pas à faire le volume en le faisant. En le faisant. Mais c'est vrai quand même que des unités ont été mises en place pour soulager, tant soit peu l'activité des productrices de gari, pour l'épluchage, je crois, et puis, disons, au moulin, c'est un peu plus facile maintenant, mais on est toujours dans la mécanisation. D'accord. Alors, M. Onyakita, je reviendrai à vous tout à l'heure. Et vu que nous parlons des bénéficiaires, nous allons donner la parole à l'autre bénéficiaire sur ce plateau, M. Bema. Comme je l'ai dit au tout début, on ne vous présente plus, on vous a connu, on vous a reconnu, redécouvert plusieurs fois dans nos différents reportages, les émissions sur l'entrepreneuriat des jeunes. Mais c'est l'occasion, une fois encore, de parler un peu de votre parcours. Dites-nous un peu plus comment cela a commencé et où en êtes-vous aujourd'hui?
Merci, Madame Anita. Vous savez, moi, mon parcours entrepreneurial ressemble au parcours des entrepreneurs en général et des grands entrepreneurs qui sont partis de zéro. Et c'est un parcours qui n'est jamais droit. C'est un parcours en dents de scie et qui permet progressivement à l'entreprise de prendre confiance à un moment donné et d'arriver à un niveau de stabilité de son entreprise. Mais j'ai commencé véritablement à l'université sans savoir que je faisais de l'entrepreneuriat. Ah oui. Absolument. Parce que j'ai commencé en association avec les collègues en deuxième année de l'université où j'avais constaté un problème au sein de l'université, le problème d'assainissement. Et pour moi, c'était de rassembler vraiment les collègues et essayer d'apporter une solution, une contribution à la gestion de l'environnement universitaire. Voilà. Et donc, on se regroupait, on sensibilisait les jeunes, etc. Et jusqu'à un moment donné, et que nous avons rencontré une personne qui revenait des États-Unis, qui avait fait une étude sur l'installation d'une entreprise industrielle qui voulait transformer le plastique au Togo. Et c'est là qu'il me disait, OK, est-ce que vous êtes intéressé à faire du business dans le plastique? Et j'ai dit, mais si on en trouve, on peut le faire. Et donc, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et il fallait commencer par collecter les sachets plastiques, mais en même temps, il fallait commencer par acheter aussi, puisque la quantité qu'on devrait fournir à l'entreprise était grande. Donc, n'ayant pas de moyens, j'ai demandé aux collègues de faire des investissements pour le démarrage de l'entreprise. Et donc, c'est comme ça que 3-4 étudiants ont pu mobiliser 500 000 francs pour mettre dedans. Et je leur ai promis que dans 3 mois, je vais leur rembourser le capital avec 30% de l'intérêt. Sans savoir de quoi je parlais en réalité. Mais vous aviez une foi incroyable. Hein? Et si vous n'arriviez pas 3 mois après? Mais écoutez, c'est ça le parcours. Vous allez voir. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est ça l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai commencé, et quand j'ai fait ça, j'ai pu rassembler effectivement 500 000 francs dans la même semaine. Et puis, on a commencé le travail. On a pu faire la livraison la première fois, le deuxième mois. Avant le 3e mois, l'entreprise a stoppé les activités. Avant le 3e mois où il fallait rembourser. Avant le 3e mois où il fallait rembourser. Bon. Mais tenez-vous bien, quand on a reçu de l'argent de la deuxième vente, on a racheté encore les plastiques, on a stocké. Et lorsqu'on voulait livrer, l'entreprise nous dit elle a stoppé les activités pour l'instant. Et donc, il y avait de l'argent qui est à utiliser pour acheter de la matière, mais en même temps, il n'y avait plus de la liquidité pour gérer. Vous aviez disons du stock, oui, exact. Mais pas de liquidité. Pas de liquidité. Donc, il fallait espérer au moins, on pensait que ça devrait reprendre quelques semaines après. Et attendre peut-être un autre débouché. Mais on a attendu 2 mois, ça ne se démarrait, ça ne se reprenait plus. Et c'est comme ça que j'ai commencé par avoir la pression des collègues. Il faut rembourser de l'argent. Mais oui, ils attendent, vous avez promis. Mais oui, et puis l'association a commencé par s'effriter et j'ai commencé par recevoir des pressions. Et c'est à partir de ce moment que, heureusement pour moi, ma sœur était au Nigeria, elle faisait du commerce là-bas. Et puis, comme elle n'avait pas de compte bancaire, elle envoyait de l'argent pour que je lui dépose sur mon compte. Vous voyez le risque que j'ai pris? J'ai préféré prendre la pression familiale que la pression externe. Disons, des partenaires. Donc, j'ai enlevé de l'argent de ma sœur et j'ai réglé les dettes. Et donc, la pression était diminuée, mais ma sœur n'était pas encore au courant. Bah oui, le jour qu'elle a été mise au courant, elle a pleuré toute là. Donc, mais après, il faut que je parte vers le Ghana pour aller chercher le marché, pour pouvoir relancer l'activité. Et là, je suis reparti vers le Ghana. Et quand j'ai constaté, effectivement, j'ai trouvé le marché au Ghana, mais la difficulté, c'est que, étant un entrepreneur, je ne savais pas que j'étais un entrepreneur d'ailleurs, et donc, du coup, je ne savais pas quels sont les risques qui sont liés au taux de change du C10, à la logistique qu'il faut entretenir pour pouvoir amener les matières. J'ai fait 2 voyages au Ghana et je suis à terre. C'est-à-dire que les fonds qui étaient disponibles, tout ça, tout est tombé.
Et donc, on a dû arrêter l'activité. C'est à partir de ce moment que je suis parti vers le Fayège. Et quand je suis allé au Fayège, vous savez, c'est ça l'entrepreneur. Le jeune, quand il arrive, il pense que son problème se trouve ailleurs. Peut-être c'est le financement, Voilà. il ne sait pas que... Dès que j'aurai ceci, voilà, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Et c'est comme ça que je me suis adressé au Fayège en tant qu'association en lui demandant un camion, parce que pour moi, le camion pouvait résoudre le problème. Que je cherche un camion de 12 roues. Et voilà, et c'est bon. pour pouvoir transporter les plastiques ici pour amener au Ghana. Et que c'est bon. La directrice a pris le document. Projet. Elle m'a appelé. Elle me dit, jeune homme, ton problème n'est pas le camion. Ton problème n'est pas le camion. Le camion, d'abord, tu présentes un plan d'affaires avec un seul élément que tu veux financer à 15 millions. Le Fayège ne finance pas 15 millions, ça c'est un. Donc, si vous êtes en association, le plafond c'est 6 millions. Et puis, si vous êtes un, le plafond c'est 2,5 millions. Et donc, votre problème, vous avez besoin de l'accompagnement. Le Fayège, la directrice avait eu confiance en moi parce qu'elle avait vu la personne qu'elle a en face de lui, la motivation qui l'animait. Mais le Fayège a dit que si ce jeune homme accepte de se faire accompagner, ça sera un bon entrepreneur. Et donc, quand je suis parti, le Fayège m'a intégré dans son catalogue. Et la première journée de l'entrepreneuriat et du développement, le Fayège m'a invité et m'a donné une salle d'exposition à Saint-Jean. Et c'est comme ça qu'on a fait l'exposition. Et j'ai commencé par rencontrer les premiers entrepreneurs que le Fayège a financés. Et donc, qui étaient Koudou Adamas, et Champizo, etc. Voilà. Et ça a commencé par attirer mon attention. Et c'est là que vous vous êtes rendu compte que vous étiez un entrepreneur. Un entrepreneur. Et bon, à partir de ce moment, la deuxième édition du concours des GED 2015, le Fayège a lancé un concours des projets verts. Et c'est là l'élément catalyseur de mon parcours entrepreneurial. Voilà. Donc j'ai postulé au concours et j'ai été retenu. Mais je vous dis que c'est un accompagnement serein que le Fayège m'a donné parce que j'ai présenté au moins 10 plans d'affaires avant que le dernier ne soit financé. Ah oui, ça c'est un vrai accompagnement. Voilà. Alors, M. Bema, quand on voit tout ce chemin parcouru, aujourd'hui, où en êtes-vous? Je voudrais dire que notre pays est sur la bonne voie en termes d'accompagnement de l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, on ne semble pas voir exactement les résultats, mais moi j'ai confiance qu'il y a beaucoup de résultats qui sont engrangés. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'entrepreneuriat, vous avez les jeunes qui veulent s'orienter vers le secteur entrepreneurial. Si vous faites un sondage aujourd'hui, vous trouverez au moins 50% de jeunes universitaires qui vous diront qu'après mon diplôme, je ne vais pas aller chercher de l'emploi, je vais créer mon entreprise. Alors qu'avant 2013, vous trouverez 90% des jeunes qui attendront un boulot qui va arriver. Donc, moi, je me sens aujourd'hui un peu plus en confiance, comme l'a dit mon grand frère aîné. Et je me sens un peu plus en confiance sur le travail que je suis en train de faire. Je pense aujourd'hui, j'ai une 50aine d'emplois qui sont créés sur l'ensemble du territoire. Et il y a des programmes de développement qui sont en cours. Et je pense que nous avons choisi la bonne voie. Voilà. Merci. Voilà, c'est un beau témoignage, un beau parcours. Alors, M. Moukali, vous êtes le directeur des opérations au Fayège. Alors, qu'est-ce que cela vous fait quand vous écoutez vos bénéficiaires parler ainsi, dire combien peut-être l'appui du Fayège les a aidés? Qu'est-ce que vous ressentez? C'est un sentiment de travail bien accompli Merci beaucoup, Mme Anita, pour la question. En effet, je souriais, j'étais très content quand j'écoutais les deux bénéficiaires parler parce qu'ils illustrent tellement bien ce que nous cherchons à faire et le parcours associé. Voilà. C'est-à-dire les services qu'offrent les mécanismes et là où nous voulons aller. Et surtout, le potentiel qui est en la jeunesse. Et effectivement, on ne peut qu'être fier parce qu'il a dit, M. Bema, qu'en 2013, la chose entrepreneuriale n'était pas
au top. Oui. La culture n'était pas au top. Aujourd'hui, il y a la culture qui prend, il y a l'entrepreneuriat, l'engouement qui naît, et les gens comprennent déjà ce que c'est. Et surtout, il a dit, il y a les mécanismes qui existent pour accompagner. Nous ne pouvons qu'être fiers de ces exemples et aussi nous redoubler d'efforts pour faire en sorte qu'il y a beaucoup de ces bénéficiaires. Voilà. Il y en a déjà, mais qu'il y ait une masse critique pour porter le développement. Qu'il y ait encore plus de ces témoignages-là pour qu'on exactement. voit, disons, la portée de l'appui du FAEJ. Alors, Monsieur Onyankita, moi je reviens à vous. On a écouté Monsieur Bema tout à l'heure. Vous êtes parti au tout début, vous étiez dans la transformation du manioc en gari. Oui, le parcours est plus long que ce niveau, parce que nous, on est un peu transversal. Okay. On a eu un appui du FAEJ au départ, et on a eu à être accompagné à un niveau plus haut avec le PAEJ-SP. Avec le FAEJ, c'est depuis 2014 qu'on a eu à être formé en idée de projet et création d'entreprise. Après, on a eu à être formé sur la gestion de l'entreprise. Et en 2015, j'étais invité à Jeudi Jose, où il y avait du FAEJ. Il y avait des jeunes qui se plaignaient de la non-disponibilité du mycélium, qui est une semence pour produire les champignons comestibles. Moi, étant biologiste, je les ai fait une promesse sur place que nous pouvons produire du mycélium au Togo. Donc, il y avait un représentant du FAEJ qui était très content. Il m'a dit, mais si c'est ça, apporte-nous le projet. J'ai dit, mais nous avons déjà un plan d'affaires chez vous sur la question, mais qui n'a jamais été regardé et financé. Là, il dit non, de l'appeler le lendemain et on va voir. Du coup, on va couper un peu. Donc, ils ont regardé, ils nous ont appelés. Et le financement a été accordé en mai 2017. Et en même temps, on était aussi mis dans la chaîne QSI, Quality Service International, pour lui fournir de la matière première pour produire de maïs vite. Le maïs vite, c'est du semoule du maïs fait par l'entreprise QSI Togo. Donc, le PAEJ nous avait accordé un financement de 10 millions. Donc, après un an, on a eu à rembourser. Ils nous ont reconduit avec un financement de 22 millions. Et c'est dans les 22 millions-là, il y avait un projet TAT au niveau de la présidence, où on a été sélectionné avec la proposition du PAEJ pour être formé sur les nouvelles techniques de production des boutures du manioc au Nigeria. Donc, c'est du retour du Nigeria que tout est enclenché. On a vu mieux là. On a été formé sur la technologie SH. Après la SH, on a eu à visiter les unités de transformation au niveau du Nigeria, où c'est deux mondes différents. Donc, ce qui se fait là est, je dirais, 30 ans en avant de ce que nous avons ici. Ben oui, parce qu'ici, on n'a même pas encore commencé. Donc, ici, on n'a même pas encore commencé. On a eu même à visiter des champs de manioc qui s'étendent sur 10 000 hectares contigus. Donc, c'est du lourd. Et on a dit, mais si c'est ainsi, on peut aussi refaire la même chose au Togo. Donc, une fois rentré, on a eu à causer avec les experts qui ont tout de suite cru, parce que tout le monde cherchait une porte de sortie pour le manioc. Parce que les jeunes qu'on avait mis en relation avec la NSCPA pour produire du manioc, notre unité de transformation pilote est tout de suite saturée. Oui. On ne sait pas où aller avec les produits que nous avons sous la main. Le gari qu'on faisait, malgré l'innovation qu'on avait cherché à apporter, on ne s'en sortait pas. On ne s'en sortait pas. Trouver le portefeuille des jeunes sont tombés tous en impayés. La pression est extrêmement énorme. Le projet lui-même, le PAEJ avec les experts, c'est des réunions sur réunions. Comment on va faire pour décrisper la crise? Parce qu'il faut payer la banque. Justement. Parce que la chaîne était de telle sorte que nous, on achète chez les producteurs, on verse dans leur compte à la banque. Donc, les producteurs iront chercher leur argent et en même temps solder leur crédit.
Donc, c'est le reliquat au fait que les producteurs vont toucher au niveau de la banque. Donc, tout est bloqué à notre niveau. Donc, la de banque la aussi ne reçoit rien. Totale. Donc, du coup, le projet a cru à ce qu'on est venu les raconter. Et le coordonnateur du projet a pris sur lui-même de voyager avec nous pour aller voir. Pour aller voir encore. Et c'est ce que nous venons de Parce raconter. Que ça, ce sont des risques à prendre. C'est des risques à prendre. Donc, on a été avec un expert. Une fois au Nigeria, ils ont constaté que vraiment ce qu'on a dit, c'est conforme à la réalité. Du coup, ils ont tout de suite aidé à recadrer le projet et à soumettre le plan d'affaires au niveau de la banque partenaire qui est Laura Bank. Donc, on a eu le financement qui nous a permis aujourd'hui d'installer cette ligne qui a une valeur estimative de 1,375 milliard. Là, on voit c'est bien quand même parce que durant cette émission, cela permet à de potentiels entrepreneurs de voir le chemin parcouru et de savoir déjà que ce n'est pas facile dès le début. Parce que quand on voit M. Bema ou bien M. Onyaketa aujourd'hui, on se dit « je veux être comme lui ». Mais si on l'avait vu il y a 5 ans, 10 ans, peut-être qu'on n'aurait pas dit qu'on veut être comme eux. Alors, nous reviendrons tout à l'heure à vous, chers bénéficiaires. Le PAEGSP est mis en œuvre depuis 2016, donc, au Togo. Alors, Madame Daoui, rappelez-nous un peu comment ce projet accompagne les jeunes entrepreneurs et qui peuvent en bénéficier réellement. Merci, Madame Anita. Je rappelle que le PAEGSP, c'est un projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. Et c'est un projet placé sous le ministère du Développement à la base. Avec un financement, un cofinancement de la Banque africaine de développement. Donc le mécanisme est basé sur 2 types d'accompagnement. Nous avons un accompagnement technique en amont et en aval du processus, et puis un accompagnement financier pour soutenir tout ce qui est fait techniquement. Donc sur le plan technique, comme vous le savez, nous travaillons suivant une approche chaîne de valeur. Donc tout au début, il y a une entreprise que nous appelons des entreprises structurantes qui sont sélectionnées en amont parce que quand on parle de la chaîne de valeur, et ça fait allusion à un marché. Donc, il faudrait qu'une entreprise porte d'abord ce marché avant qu'on ne pense aux autres acteurs. Donc, après l'identification de cette entreprise structurante, nous passons maintenant à la sélection des autres acteurs de la chaîne de valeur par appel à projet. Parce que notre approche, c'est basé par approche à projet parce que c'est en fonction du marché que nous détenons que nous sélectionnons les projets. Et donc, après ce travail, il y a une cartographie qui est faite de la chaîne de valeur pour diagnostiquer les besoins de renforcement de capacité des acteurs. Et après cela, il y a un renforcement de capacité qui est fait au niveau de tous les acteurs pour pouvoir les accompagner à élaborer un plan d'affaires et bancable, finançable avant de soumettre ces plans d'affaires-là au financement. Donc, c'est une partie de l'accompagnement technique. Une fois que les plans d'affaires sont élaborés, nous passons maintenant au financement. Et à ce niveau, c'est le PAEGSP qui transmet les plans d'affaires aux institutions de financement partenaires. Et après acceptation de risque, le PAEGSP contribue à hauteur de 50 ou 70% du coût de financement. Et une fois que le financement est mis en place, l'accompagnement post-financement intervient pour toujours renforcer la capacité de gestion des entreprises, le suivi de l'exécution du plan d'affaires, le suivi du remboursement afin de pouvoir pérenniser le mécanisme de financement. Maintenant, en ce qui concerne les bénéficiaires, il faut dire que c'est un projet qui est ouvert à tous les jeunes qui de 18 à 45 ans, mais qui interviennent dans le secteur agricole. Et tout bénéficiaire doit disposer au moins de 2 ans d'expérience dans le secteur et doit pouvoir intervenir sur un certain nombre de filières, parce que le PAEGSP a quand même des particularités en ce qui concerne les filières. Oui. Donc nous avons la filière manioc, la filière maïs, soja et puis la filière animale.
Et donc, voilà un peu. Ce sont les secteurs porteurs, on va dire. Oui, c'est les filières porteurs pour un début que le PAGSP a identifié. Et donc, nous avons, disons, 2 catégories ou 3 catégories d'acteurs. Nous avons les entreprises structurantes que nous appelons les PME. Nous avons les entreprises intermédiaires que nous appelons les agrégateurs ou les prestataires de services. Et puis, nous avons les producteurs qui s'occupent du maillon production. Donc, disons que c'est une chaîne, en fait. Chacun, il y a différents maillons qui forment la chaîne. Alors, mais madame, dites-nous maintenant, quel bénéfice tire chacun de ces acteurs-là, on va dire? Parce que quand on les met tous ensemble, c'est vrai, ils travaillent ensemble, ils ont peut-être un revenu collectif, mais maintenant, comment chacun prend sa part, on va dire? OK. Quand on les met ensemble, ce n'est pas forcément qu'ils ont un revenu collectif, mais chacun a son revenu sur son maillon. OK. Et donc, l'avantage d'être en chaîne de valeur, c'est que pour la PME structurante ou pour l'agrégateur, c'est qu'il y a la disponibilité de la matière première. C'est assuré. Vous aurez la matière première pour satisfaire votre marché et donc vous aurez votre rentabilité. Maintenant, ce qui concerne les producteurs, c'est la garantie d'un débouché. Voilà. Vous avez le débouché avant d'aller à la production. Ça permet de régler un peu les difficultés que notre ami avait eues au départ. Oui. Sans le marché, la production n'est pas déclenchée. Donc, avec la chaîne de valeur, vous êtes sûr que vous avez un marché. Et l'autre est sûr qu'il pourra satisfaire son marché. Donc, voilà un peu la façon dont les avantages sont partagés sur la chaîne de valeur. Et tout ce travail est fait donc justement pour éviter... mais c'est bien quand même d'avoir eu peut-être des précurseurs. On prend exemple sur peut-être les échecs des autres pour mieux faire pour la suite. Oui, alors, M. Moukali, je reviens à vous maintenant pour parler du FAEJ. Le FAEJ qui a vu le jour depuis 10 ans déjà et qui contribue à mettre, disons, sur le marché, on va dire, tous ces entrepreneurs, ces jeunes entrepreneurs que nous voyons aujourd'hui et que nous envions entre griffes un peu. Alors, c'est vrai que M. Bema a expliqué un peu comment se fait le financement, le soutien du FAEJ. Mais M. Moukali, ce serait bien quand même que vous nous rappeliez un peu comment se fait tout ce travail d'accompagnement-là. C'est vrai que c'est le fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, mais ce n'est pas seulement le pécunier qui est mis en œuvre ou bien mis au centre au niveau du FAEJ. Alors dites-nous un peu comment se déroule le soutien. Alors, merci beaucoup. Merci pour la question qui permet de restituer un peu ce que le FAEJ fait. Donc, le FAEJ, on le sait déjà, la définition, vous l'avez dit plusieurs fois. Donc, le FAEJ, la mission, en fait, c'est la promotion de l'entrepreneuriat. Donc, promotion de l'entrepreneuriat, vous l'avez dit, quand on a commencé, je le disais tantôt, l'écosystème n'était pas aussi mature que ça. Il n'y avait pas de jeunes entrepreneurs, mais il y avait des jeunes qui voulaient quand même entreprendre. Voilà, qui ont commencé, mais qui ne se retrouvaient pas. Donc, pour faire cette promotion, qu'est-ce que nous faisons concrètement? Le but, en fait, c'est d'accompagner celui qui veut, le tout jeune qui veut se mettre à son propre compte, à faire le parcours. Depuis l'idéation, l'idée, je veux ceci, la maturation d'idées, l'accompagnement jusqu'au financement et le lancement de l'entreprise. Donc, l'intervention se fait en 3 niveaux, comme Mme Dahu vient de le dire aussi. Il y a au début ce que nous faisons, l'identification et la structuration. Ensuite, la facilitation d'accès au financement, ce qui est normal, et après l'encadrement dans la réalisation. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se fait? Quand vous prenez l'identification, la structuration, ça consiste à sensibiliser les jeunes, à parler de tout ce qui est l'entrepreneuriat, parce que notre approche, par contre, cette fois, c'est l'approche par la demande. C'est-à-dire, vous sensibilisez, il y a ça prend et le jeune fait la demande d'être accompagné. Donc, la demande se fait soit en énonçant une idée à travers un formulaire ou bien simplement que vous voulez être accompagné. Donc, il y a l'identification. Une fois que vous êtes identifié, nous passons à la structuration. La structuration, en fait, c'est un peu, ça permet d'organiser à la fois l'idée en affaires, mais en renforçant aussi le porteur. Parce que les deux, en parlant, vous aurez pu déceler l'esprit entrepreneur, une capacité à entreprendre, une capacité à se relever quand on tombe. Et là, dans la structuration, nous faisons les formations.
Il y a l'importance de la formation, du renforcement des capacités. Qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat? Comment on crée une entreprise? Parce qu'il faut savoir le faire. Et après, comment on la gère? Parce que vous avez beau avoir l'énergie et tout, comme l'exemple de mon frère Bema. Si vous n'avez pas les astuces, les points sur lesquels il faut veiller, vous coulez tout de suite. Donc, il y a cette formation qui est faite. Après, quand vous avez l'idée, on vous accompagne à le mettre sous format business plan. On évalue, on s'assure que vous-même, vous êtes mature, vous comprenez ce que vous allez faire et vous portez un projet qui est rentable. Ça, c'est le premier axe. Voilà. Donc, le second axe qui consiste à vous aider à accéder au financement. À travers cet axe, nous mettons en place les produits financiers qui sont adaptés aux besoins des jeunes, mais aussi qui répondent aux préoccupations du système financier. Parce que quand vous lancez l'activité, vous ne pouvez pas quand même prendre en charge une énorme, disons, un énorme coût. Non. Donc, nous essayons de monter ensemble avec le système financier les produits financiers qui permettent aux jeunes quand même de lancer avant d'aller à l'échelle. Et aujourd'hui, le produit financier phare que nous avons lancé, c'est le crédit jeune entrepreneur qui sort à 4,5%, plafonné à 2,5 millions, remboursable sur 36 mois. Ça permet quand même d'avoir le financement à un coût très réduit. Et nous avons d'autres produits financiers, le produit garanti, quand vous êtes déjà un peu plus assis. En ce moment, nous venons en garantie pour avoir le crédit, mais au taux de marché cette fois-ci, par exemple pour les cas que vous avez devant vous. Il y a aussi un produit qu'on a lancé récemment, c'est le produit Fonds d'innovation, qui cette fois-ci accompagne une catégorie précise donnée de jeunes qui innovent, qui mettent en place des produits qui nécessitent une maturation avant d'aller sur le marché. Donc ça, c'est les différents produits que nous avons. Le troisième volet qui est l'encadrement. Vous convenez que quand vous lancez l'activité, c'est maintenant que l'aventure commence. Vous pouvez lancer et puis rapidement disparaître. Donc, nous mettons en place un système de coaching, d'accompagnement de proximité pour permettre aux jeunes de véritablement lancer tel que prévu ou s'adapter à chaque fois qu'il y a des contraintes, parce qu'il y en a toujours. Oui. Et donc là, il y a des renforcements de capacités complémentaires que nous faisons. Par exemple, maîtriser l'itinéraire technique d'une activité. Les nouvelles techniques qui arrivent dans un secteur donné, on vous forme dessus pour améliorer votre rentabilité. Donc, le management même de l'entreprise, il y a la gestion, mais il y a le management de l'entreprise sur lequel nous revenons quand vous êtes en activité. Mais il y a un volet aussi important de l'encadrement qui est la facilitation de l'accès au marché, qui est très important quand vous commencez par produire. D'ailleurs, c'est ça qui trompe un tout petit peu les jeunes qui se lancent. On est très content parce que la production prend, on est devenu. Mais le marché, il l'a dit, hein, d'ailleurs, vous l'avez bien introduit, c'est sur la base de l'expérience du fonds aussi que les projets naissent. Voilà. Le marché est très important. Et donc, quand ils lancent, nous, en tant qu'avertis, à travers les coachs, on insiste dessus, le marché, le produit. Ce que vous avez prévu, ce n'est pas du hasard. Donc, c'est un volet très important. Je pense que c'est sur cette base-là aussi que le PAEGSP est né en structurant la chaîne sur la base du marché. Donc, notre structuration va aussi bien dans les entreprises individuelles que collectives. Donc, vous pouvez postuler individuellement, on analyse les besoins avec vous, on monte le projet, on analyse le marché avec vous. Mais pour certaines opportunités, nous pouvons organiser les jeunes plutôt en coopérative. D'où la structuration dépend de l'opportunité que nous identifions au niveau des jeunes. Donc, voilà les services clés que le FAEG offre à ce jour. Identifier, structurer, faciliter l'accès au financement, encadrer dans la réalisation pour que le projet soit effectif. Voilà. Et accompagner surtout, hein, parce que une chose est d'ouvrir ou bien de commencer son entreprise, mais l'autre est de la pérenniser. Absolument, voilà. Absolument. Alors, Monsieur Moukali, c'est vrai que vous avez parlé des différents services, des différents, disons, produits que vous avez au niveau du FAEG. Dans le cadre d'un accord de partenariat également, il y a 7 jeunes environ jeunes patrons d'entreprises qui ont reçu des financements de EcoBank Togo. Et c'est à hauteur de 148 500 000 francs CFA pour leurs entreprises, pour passer donc à échelle. Alors, expliquez-nous un peu rapidement ce que c'est concrètement. Merci beaucoup. Le partenariat avec EcoBank est signé en janvier. Justement pour traiter la question de pérennisation, la question de passage à l'échelle. Voilà.
Si vous voyez très bien, j'aime bien les deux exemples qui sont cités parce que ça illustre très bien le parcours. Voilà. Vous débutez, vous commencez petitement, vous battez de l'aile, vous comprenez, vous devenez entrepreneur, mais l'aventure commence en passant à l'échelle. Et justement, nous avons le gouvernement, donc à travers ce partenariat que nous saluons parce que nous remercions d'ailleurs EcoBank d'avoir accepté d'accompagner le gouvernement. Et ça permet donc de financer la croissance des jeunes qui devient une problématique majeure parce que c'est dans le financement de la croissance que vous avez l'impact qui est décuplé, l'impact à travers la richesse que vous créez, à travers l'emploi que vous créez. Et donc, ce partenariat aussi intervient dans le cadre actuel que nous connaissons très bien, le PND avec la réalité de la COVID, où le gouvernement a mis en place la feuille de route et pour renforcer la résilience des entreprises. Donc, c'est un tout qui rentre dans un accompagnement à la croissance que nous faisons à travers l'EcoBank. La bonne nouvelle, c'est que pas plus tard que la semaine passée, il y a eu encore 8 jeunes qui ont eu leur dossier validé à hauteur d'environ 130 millions, ce qui porte les dossiers qui seront bientôt financés à un total de 15 pour un montant de 180 millions. Vous voyez qu'avec le plafond du foyer énoncé plus tôt, individuel à 2,5 millions, le plafond est sauté parce que nous faisons avec les jeunes qui comprennent, qui ont une expérience avérée. Mais par contre, pour aller à la croissance, il y a deux problématiques. Le financement de la croissance n'est pas comme le financement de débutants, mais à côté, le coaching pour l'entrepreneur, pour porter la croissance aussi est très important. Et donc, à travers ce partenariat, non seulement nous mobilisons le financement adapté à la croissance, mais nous offrons l'accompagnement structurant. Et ça, le but, c'est d'améliorer les structures à la fois productives, mais les structures financières de l'entreprise que portent nos jeunes. Et tout ça pour renforcer leur résilience. D'un côté, eux-mêmes, ils grandissent, mais de l'autre côté, ils créent plus d'emplois et plus de richesses. Donc, disons que voilà, l'entreprise s'agrandit comme ça. Alors, Monsieur Bema, est-ce que votre société est concernée par ce financement, ce nouveau partenariat? Oui, notre projet est en cours de validation presque. Ah, bon. Et donc, donc cela voudra dire que la société va s'agrandir, on va à l'échelle. Absolument. Bon, alors dites-nous maintenant ce que cela va apporter de nouveau, parce que déjà, on connaît M. Bema, on a vu le parcours, on se dit que vous êtes déjà assis et bon, et maintenant vous nous dites que vous passez à l'échelle. Oui. Alors expliquez-nous un peu comment ça va se passer. Juste à côté, vous avez une entreprise de 1 milliard et quelques. Voilà, donc, Monsieur Onyakitan veut arriver à votre niveau. Hein. Voilà, donc vous comprenez que nous sommes progressivement en train d'aller vers les ambitions que nous avons pour notre entreprise. Parce que tout à l'heure, notre accompagnateur, M. Joël, vous a dit que l'ambition du Togo, ce n'est pas de satisfaire deux Togolais, mais c'est de satisfaire tous les Togolais. Oui. Et l'objectif de PND, c'est de créer 500 000 emplois. Et nous sommes les acteurs qui vont participer effectivement à la création de ces emplois. Et donc, il faut que si nous étions à un niveau où nous avons une trentaine d'emplois, quarantaine d'emplois, il faut aller au-delà pour créer davantage les emplois. Et non seulement les emplois à Lomé, mais les emplois sur l'ensemble du territoire. Et c'est très important. Notre ambition, c'est de pouvoir renforcer le niveau où nous sommes, renforcer notre site de recyclage actuel pour le mettre en condition normale de travail et avec les machines qu'il faut pour pouvoir produire la quantité qu'il faut et puis après créer des annexes pour pouvoir permettre à d'autres jeunes dans d'autres régions de pouvoir bénéficier du service. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord le marché et donc nous avons été rassurés du marché. Et donc, nous sommes capables aujourd'hui d'aller à échelle pour agrandir notre production et produire plus de résultats sur le terrain. Monsieur Joël, enfin, cela voudra dire que, enfin, quand on est entrepreneur, ça veut dire que votre cerveau, il travaille non-stop, 24 heures sur 24. Parce qu'il faut penser encore, bon, j'ai déjà réalisé ceci, je fais ceci. Vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas parce que vous êtes votre propre patron, mais vous avez
des vies en main aussi. Et donc, dans les formations, vous leur inculquez ça justement? Mais bien sûr, bien sûr. Et puis, comme je le disais tantôt, le coaching, la formation pour la croissance est différent pour les débutants. Et justement, comment on gère les ressources humaines. Quand vous commencez, par exemple, vous êtes seul, vous n'avez pas la problématique de gestion de RH. Du personnel. Mais eux, à un certain niveau, ça devient critique. Oui. Donc, les types même de formation diffèrent. Et même les formateurs ne sont pas du même standing. Oui. Là, nous parlons du coaching ici, c'est du mentorat. Ce n'est pas... Vous voyez, donc, au niveau où ils sont, c'est beaucoup plus critique. Nous disons que quand vous amorcez la pente de la croissance, il faut faire très attention. Parce que quand vous rechutez, vous disparaissez. C'est pourquoi le gouvernement fait très attention à ceux qui commencent par décoller pour ne pas... le cap. Exactement. Donc, ils sont une fierté, mais on attend encore plus. On est toujours derrière eux pour leur dire montez toujours. Mais le bien dans ces genres d'exemples, c'est que c'est la conscience aussi qui naît et l'engagement même des promoteurs. L'entreprise, c'est eux le promoteur et l'affaire que vous voulez tenir. Voilà. Donc, plus vous travaillez sur votre personnalité, à un moment donné, le reste, ça suit. Et ils constituent, disons, des exemples pour d'autres qui vont arriver. Pour créer l'émulation dans l'écosystème. Alors, Madame Dahu, je reviens au paillage SP, le paillage SP qui a cette particularité donc de miser sur la stratégie de l'approche chaîne de valeur agricole et de développement des clusters agro-industriels. Alors, vu que nous parlons du passage à échelle des entreprises accompagnées, dites-nous, à ce niveau-là, comment cela va se faire? Vu que c'est une chaîne de valeur, comment le passage à échelle se réalise? Oui, merci Madame Anita. C'est très souvent avec la chaîne de valeur qu'on constate le passage à échelle parce qu'on dit souvent, seul on va plus vite, mais quand on est nombreux, on va encore plus loin. Et donc, si vous êtes une entreprise avec quelques éléments autour de vous, vous avez une situation A, mais le jour où on vous met en chaîne de valeur avec un grand nombre d'acteurs, vous pouvez arriver à une situation B qui est plus améliorée que la situation que vous avez au départ. Et donc, avec la chaîne de valeur, vous êtes sûr que le marché est garanti. Vous avez la capacité ou bien le financement à côté pour augmenter les capacités de production. Et donc, au fur et à mesure que la capacité de production est augmentée, ça veut dire que vous arrivez à satisfaire encore plus d'autres marchés. Voilà. Et du coup, vous allez passer forcément à l'échelle. Et donc, au niveau du PSGSP, la chaîne de valeur peut commencer petitement, mais au fur et à mesure que le marché se développe, les producteurs aussi, ou bien les autres acteurs aussi, augmentent leur capacité de production. Et je peux donner l'exemple de J4, par exemple. J4, qui est une entreprise exportatrice de soja graines biologiques, mais qui a quitté 2000 tonnes de production en 2016 pour arriver à 20 000 tonnes de production l'année passée. Donc, c'est comme ça la chaîne de valeur permet d'aller rapidement à l'échelle. À l'échelle, voilà. Donc, ça veut dire que nous tous, nous devons migrer vers le paillage SP pour passer très vite à l'échelle. On doit migrer vers la prochaine de valeur dans tous les domaines. Dans tous les domaines, justement, parce que ça permet d'aller plus vite. Alors, Monsieur Onyakitan, à l'inauguration de l'usine de transformation de manioc en amidon, Madame le Premier ministre et certains membres du gouvernement ont eu à échanger avec des directeurs de PME. Vous avez également échangé avec justement Madame le Premier ministre et certains membres du gouvernement. Bon, sans vouloir aller dans les détails, mais dites-nous un peu de quoi vous avez parlé concrètement. Ok, avant d'aborder le quoi on avait eu à parler, c'est de dire peut-être s'il faut qu'on construise ou bien s'il faut adopter autre échelle, autre concept d'aller à l'échelle, on dirait peut-être le paillage veut aller à l'échelle plus. Parce qu'on est déjà à l'échelle. Voilà. Maintenant, disons, échelle exponentielle, on va dire. Voilà, peut-être c'est de trouver autre concept qui illustre mieux d'aller vers les grosses firmes qui peuvent embrasser des 100 milliards, des 50 milliards d'investissements à long terme en touchant les banques de développement de la sous-région et non encore s'accrocher aux banques commerciales pour des investissements à court terme. Peut-être c'est en cela qu'on va y réfléchir. Voilà. Sinon, la jeunesse est maintenant à l'échelle. À l'échelle. On est prêt
à aller plus loin. Donc, c'est peut-être échelle plus. Et pour parler de ce qu'on a eu à discuter avec Madame le Premier ministre, et on a eu à aborder tous les sujets sans tabou. Elles étaient disponibles à nous écouter. On a eu à discuter de la question de financement des jeunes. Vous avez parlé de vos difficultés. De nos difficultés. On a eu à parler de l'énergie, parce que qui parle des unités de transformation parle le coût de production. Et on ne peut pas parler du coût de production sans toucher la question énergétique. Donc, on a été rassuré par rapport aux divers projets de l'État, dont les centrales Kekeli, que l'État vient d'inaugurer. Oui. Et au fonctionnement, tout cela peut concourir à amortir un peu ou bien à aider les entreprises sur le coût de l'énergie. On a eu aussi à discuter des sujets ou bien à faire des plaidoyers auprès d'eux, de faire de telle sorte que nous, les jeunes, on puisse se retrouver en GIE pour mieux mutualiser nos efforts, parce qu'aujourd'hui, on est très fragile par rapport à la concurrence, mais si on est nombreux, vous allez faire front commun. On va faire front commun, on va plus avancer. Donc, les entreprises structurantes aujourd'hui disponibles peuvent se mettre ensemble pour mutualiser leurs atouts et tout de suite aller plus loin. Donc, on a été rassurés quand même par le projet. On a même aussi pensé à soumettre une requête fondamentale. Donc, le deuxième, le projet Paillège, la phase 2, qui est aussi, je dirais, presque acquis, grâce aux promesses qu'on a eues en leur présence. Donc, on a fait le tour de la table avec 20 PME, que le projet Paillège, c'est des grosses structures que le projet Paillège accompagne. Donc, on est tous fiers des réponses que les autorités ont quand même eu à donner. Et donc, vous avez eu oreille attentive et on est sûr que les réponses vont arriver. Oui, on est sûr quand même que dans un bref délai, les réponses vont arriver. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous inviter une fois encore sur ce plateau, quelques temps après, pour vous demander si vous avez eu des réponses à vos doléances. Mais on croise les doigts pour que, que vous ayez justement les meilleures retombées après ces rencontres-là. Monsieur Moukali, parmi les nouveaux axes d'accompagnement du FAEJ, on retient également la création de ce qu'on appelle les incubateurs de start-up. Et on a déjà 2. On a à Lomé et puis à Dapaon. Alors, dites-nous, expliquez-nous un peu le concept. En quoi cela va contribuer justement à la promotion de l'entrepreneuriat? Merci beaucoup. Je disais tantôt, quand j'énonçais les produits financiers, j'ai parlé du fonds d'innovation qui adresse les besoins des projets des jeunes, enfin des projets innovants des jeunes. Donc, l'innovation a besoin d'un cadre spécifique pour être accompagné. Et les incubateurs, en général, en principe, accompagnent l'innovation. Et donc, les incubateurs offrent en réalité des outils, un cadre adapté à ce type de projet. C'est des projets qui nécessitent des prototypes à maturer, à tester, avant même d'envisager la forme business de la chose. Donc, les incubateurs, je voudrais quand même rappeler que la mise en place des incubateurs Nounia Lambe fait partie du projet de société du chef de l'État, donc qui a prévu mettre dans chacune des régions les incubateurs, d'où après Lomé lancé en 2019, novembre 2019, récemment le 21 mai, on a lancé Nounia Lambe Dapaon et actuellement nous avons Nounia Lambe Kara qui est en cours d'installation et qui sera lancé incessamment. Et donc le but, encore une fois, c'est d'offrir un cadre spécifique adapté aux jeunes pour accompagner, doper l'innovation. La spécificité de Nounia Lambe, c'est l'approche même qui est que cette innovation est orientée vers le développement des secteurs porteurs en région. C'est-à-dire, c'est pourquoi quand on intervient, nous faisons une étude de faisabilité. D'ailleurs, on a déjà fait, dans le cadre du FAI, une étude sur les opportunités en région. Mais avec les Nounia Lambe, nous creusons
pour ressortir les problématiques des secteurs porteurs clés. Et avec les incubateurs, il s'agit pour les jeunes de proposer des solutions numériques ou technologiques qui soutiennent ces secteurs-là. Et donc, ce qui fait que l'offre même de ces incubateurs, l'offre de services est basée sur, d'un côté, ces opportunités diagnostiquées, mais de l'autre côté aussi, le profil des bénéficiaires en région. C'est pourquoi vous allez voir que dans le cadre du projet du chef de l'État, on installe les incubateurs dans chaque région. C'est justement pour exploiter l'opportunité de chaque région et donc être, disons, doper le développement économique en région de la communauté en réalité. Et M. Boukani, est-ce qu'on peut dire ainsi que c'est l'approche coopérative que vous développez ainsi? Non, il y a une différence. Même si à la base, les deux initiatives reposent sur le développement des opportunités en région. Cette fois, les opportunités questionnées, c'est des solutions innovantes numériques, technologiques ou pas, que les jeunes développent. Et c'est des projets qui nécessitent des prototypes à maturer, etc. Mais l'approche coopérative, la nuance, c'est que c'est vrai, c'est les opportunités en région, évidemment, mais c'est une forme d'organisation des jeunes entrepreneurs en coopérative pour mieux saisir ces opportunités. Et c'est vrai que même dans cette approche, nous faisons une étude de faisabilité. Cette fois-ci, qui est une étude de faisabilité à la fois économique, sociologique, culturelle et financière, parce que là, il y a beaucoup de jeunes qui vont être ensemble. Donc, comment l'interaction va se faire? Comment, si vous ne savez pas faire, au lieu que ça soit un avantage, ça peut devenir un inconvénient. Donc, dans le cas des coopératives, l'étude permet justement de voir quelle est la réalité du milieu, comment est-ce que nous pouvons mettre ensemble les jeunes et de là, nous mettons en place. C'est vrai, on connaît tout ce qui est coopérative, mais la particularité, c'est qu'il y a un modèle qui est basé sur ces réalités socio-économiques que nous observons. Et le principe même de l'intervention, c'est, nous disons, l'individuel dans le collectif. C'est-à-dire, on responsabilise chaque opérateur sur le crédit, mais qui tire avantage des autres parce qu'ils sont en groupe, donc les expériences des uns profitent aux autres, etc. Mais surtout, le plus important, c'est que nous essayons de les former sur l'itinéraire technique, d'améliorer un peu la façon de faire. Je donne des exemples. Quand nous prenons par exemple dans Kpendial récemment, d'ailleurs quand Madame lançait, inaugurait l'incubateur, elle a profité pour échanger avec les bénéficiaires de cette approche-là. Dans le Kpendial, c'est la filière riz qu'on a exploitée. Donc, avant l'intervention du Fayège, c'était le riz classique. Maintenant, avec le Fayège, les conseillers techniques qui accompagnent les coopérateurs ont recommandé un autre type de riz qui est IR 841. Et donc, qui permet en tout cas d'améliorer le rendement. Et après aussi, vous voyez, l'organisation de la coopérative en vente groupée permet à cette coopérative d'agir sur le prix. Pas de contrôler, mais en tout cas d'avoir un meilleur rendement. À Kpendial, par exemple, avant l'appui du Fayège, le riz se vendait autour de 120 kilos. Mais aujourd'hui, c'est le riz paddy, je précise. Aujourd'hui, c'est autour de 170 kilos. Vous voyez un peu, donc à la fois, vous organisez les jeunes, le but, c'est de les amener vers l'autonomisation, l'organisation de l'économie, mais en agissant sur l'itinéraire technique pour un meilleur rendement, mais aussi pour aller en rang uni vers le marché pour agir sur le prix. Donc, voilà un peu l'approche coopérative qui a une nuance par rapport justement aux incubateurs. Et Madame Davy, alors, c'est vrai que nous sommes avec les bénéficiaires, mais vu que le temps imparti nous fait déjà défaut, nous allons voir avec vous, justement, vous les responsables de ces différents programmes-là. Nous sommes dans l'actualité et la crise sanitaire qui sévit toujours, qui sévit toujours, et nous sommes sûrs que la crise a impacté beaucoup les différents, disons, les patrons d'entreprises que ces deux projets-là, au programme, appuient. Alors, dites-nous, et quelles ont été les mesures que le ministère et le gouvernement, justement, ont mises en place pour accompagner les patrons d'entreprises pour leur permettre de garder le cap malgré la situation. Madame Davy, nous allons commencer avec le PAEJ-SP. Au niveau du PAEJ-SP, qu'est-ce qui a été mis en place?
Oui, merci Madame Anita. J'avoue que nos entreprises n'ont pas été assez frappées par les conséquences de la crise, sauf celles qui sont dans la transformation agroalimentaire, qui ont des contrats avec les marchés étrangers. Et de façon globale, tel que l'État l'a mis en place avec les instructions de la BCAO, et il y a eu des dispositifs qui permettaient à ces entreprises-là d'obtenir des reports d'échéance pour qu'elles puissent avoir un peu de souffle et réorganiser leur activité. Il y a d'autres entreprises qui ont bénéficié des restructurations du crédit en bonne et due forme sur des durées un peu plus longues pour leur permettre de vraiment reprendre. Et il y a également des lignes de crédit que l'État a mis en place dans des banques pour relancer l'activité avec des taux vraiment bonifiés. Donc, c'est sur ces mêmes mécanismes que nous avons pu accompagner nos entreprises qui ont été atteintes par la crise. Mais il faut dire que la grande partie a quand même remboursé et avec un taux satisfaisant les crédits qui ont été accordés les années antérieures. Bon, au niveau parce que c'était la grande crainte en fait. Ah oui, ah oui. Donc voilà un peu. Au niveau du PAEGSP, bon, on ne se plaint pas trop, on va dire. Pas trop. Alors, M. Moukali, au niveau du FAEG, alors, qu'est-ce qui a été fait? C'est vrai que vous accompagnez beaucoup d'entreprises, beaucoup de chefs d'entreprise. Alors, est-ce que vous avez eu des retours? Ils ont été frappés assez ou pas? Oui, il y en a qui ont été touchés parce que, vous savez, c'est avec les MPE, les micro et petites entreprises, qui ont déjà des structures fragiles avant l'arrivée de la Covid, donc qui étaient menacées visiblement, qui pouvaient rapidement. D'ailleurs, au début, on a fait un petit sondage et on était dans la paye de chiffre d'affaires entre 20 et 60%. Vous voyez, déjà le début de la crise. Donc, il fallait voir qu'est-ce que nous faisons, c'est-à-dire comment maintenir l'activité de ces micro-entreprises ou encore comment diversifier. Parce qu'il y a certains secteurs qui sont plus frappés que d'autres, l'artisanat, le secteur de services. Et donc, ce que nous avons fait, outre tout ce que Mme Dahu vient de citer, il y a un côté formation et sensibilisation sur lequel nous revenons, qui est très important, parce qu'il faut former sur comment faire face à cette crise, comment, disons, tirer meilleure partie de la crise, comment adapter sa structure de production. Ça a été fait, mais nous avons surtout mis en place une plateforme de financement, la plateforme numérique de financement des jeunes, qui permet de financer très rapidement les besoins en trésorerie, besoin pour faire face à l'exploitation rapidement et pouvoir tenir l'activité. Autre chose que nous avons fait aussi, c'est d'organiser certains jeunes à saisir l'opportunité, parce que la crise a été menaçante, mais à la fois comportait des opportunités. Par exemple, la fabrication de masques. Nous avons organisé 3 unités de jeunes entrepreneurs qui ont pris avec eux des jeunes artisans et avec l'appui de l'Union européenne, et avec Nialab à côté, Nialab Lomé justement, nous avons formé les jeunes, mis en place les unités et qui ont confectionné des masques réutilisables à l'endroit des populations vulnérables. Donc, à la fois, ils se font des revenus, mais qui contribuent aussi à juguler la crise. Donc, voilà, par rapport à ce que Mme Dahu a dit, les autres éléments que je peux citer. Maintenant, vous le savez, on est avec le secteur de la culture aujourd'hui. De manière globale aussi, le gouvernement avait mis en place un plan de riposte agricole Covid-19. Et le projet, le programme phare, c'est le programme YOLIM, le crédit digital qui permettait très rapidement de financer l'acquisition des semences pour relancer en tout cas l'activité. Donc voilà quelques initiatives qu'on peut citer rapidement. Il y en a plein, mais bon. Oui, il y en a plein. On va redécouvrir encore peut-être dans une autre émission tout ce que le gouvernement a mis en place pour justement aider les jeunes patrons d'entreprise à ne pas être trop durement touchés par la crise que nous subissons. Nous tendons vers la fin de cette émission, mais avant de vous laisser repartir, nous allons évoquer justement peut-être l'autre objectif du PND, le Plan national de développement, qui a l'objectif donc de créer 500 000 emplois d'ici à 2022. Monsieur Moukali, je commence avec vous. Est-ce que vous croyez vraiment, vous y croyez? Vous croyez à l'objectif? Il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Non, il n'y a déjà, pas de raison parce que... le FAEG est lancé dans cet objectif. Il n'y a pas de raison parce que si vous suivez très bien l'actualité, d'ailleurs du PND, on est arrivé à la feuille de route, justement en intégrant ces différentes contraintes.
la préoccupation, c'est de voir comment on maintient les emplois créés et qu'on en crée d'autres. Donc, quand on associe l'action à la volonté, il n'y a pas de raison de ne pas croire. Je veux bien citer quelques événements récents. Si vous voyez la session inaugurale du Haut Conseil pour l'emploi des jeunes, le 13 avril, présidé par son excellence Madame le Premier ministre, il était au cœur de cette session. Comment on maintient l'emploi des jeunes, comment on en crée plus. Le conseil de concertation État-secteur privé tenu récemment, la relance de l'économie post-Covid, quel est le rôle du secteur privé. Vous voyez, c'est pour dire que non seulement sur le plan macro-stratégique, il y a eu une feuille de route nationale adaptée au contexte, mais le gouvernement a associé à la feuille de route des actions en mobilisant les acteurs, mais surtout, je ne vais pas citer tous les projets de la feuille de route que vous connaissez. La R4 qui nous concerne aujourd'hui, le renforcement des mécanismes d'appui au TPM, justement, va mettre en place des plans d'accompagnement pour faciliter la relance. Donc, nous y croyons et nous sommes associés pour le faire. D'accord. Monsieur Onyakita, je suis sûre que vous y croyez également parce qu'avec la minodonnerie, on parle de plus de 3500 emplois qui vont être créés. Donc, on y croit fortement. Oui, j'allais faire le cas parce que si nous, déjà à notre niveau, on crée 3750 emplois, et plus de 14 000 foyers touchés par notre projet. Et il y a des structures comme JICAT, dont Madame avait fait cas, qui a plus de 20 000 touchés. Donc vous voyez, au niveau de l'entité paillage, vous voyez, c'est plus de 100 000 emplois qui est versé dans le marché togolais déjà. Donc, au niveau des autres institutions, le MIFA et d'autres mécanismes, donc on ne peut que croire à cette vision de créer 500 000 emplois d'ici à 2022, ce n'est pas impossible. Alors, M. Bema, au niveau de votre structure également, on est lancé. Hein. Bien sûr, avec le financement qui va arriver et tout, on s'agrandit et les emplois aussi vont pleuvoir. Oui, et quand on dit 500 000 emplois, je vous l'ai déjà dit au départ, l'État ne crée pas des emplois lui-même. L'État met en place le cadre, les conditions qui permettent aux citoyens de créer des emplois autour. Et ils le font si bien. Et je pense qu'à notre niveau, déjà, vous voyez les emplois indirects. Nous sommes autour de 5 000 emplois indirects à Lomé seulement. Et nous sommes en train de créer des annexes dans les autres régions. Donc ça veut dire que les emplois les impacts vont se généraliser. Et les emplois directs, nous sommes autour d'une cinquantaine. Et puis on va encore en créer avec les appuis additionnels qui arrivent. Donc je pense que on peut avoir raison que d'ici à 2022, bon, vous jouerez votre partition pour pouvoir atteindre cet objectif. Nous y croyons. D'accord. Madame Daoui, la même chose, on y croit fortement. Hein? Bien sûr, on y croit fortement. D'abord, il y a la volonté, il y a aussi les mécanismes qui sont mis en place. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'on n'en arrive pas. D'accord. Alors, je reste justement avec vous, Madame Daoui. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On a évoqué justement le passage à échelle en parlant de l'entrepreneuriat des jeunes. Alors, Madame, si vous avez peut-être un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs aujourd'hui. Oui, mon dernier mot, c'est d'exhorter les jeunes Togolais qui ont vraiment l'ambition d'entreprendre à saisir les opportunités, toutes les opportunités que l'État nous présente aujourd'hui pour créer leur entreprise, parce que la seule façon d'être sûr qu'on a un emploi, c'est d'arriver à le créer soi-même. Et donc, je les encourage vivement. C'est vrai qu'entreprendre, ce n'est pas facile, mais si on a la volonté, on a les moyens qui sont mis en place, je crois qu'on peut arriver à devenir de véritables pouvoirs d'emploi à ceux-là qui n'ont pas la capacité d'entreprendre. Je suis d'accord que tout le monde ne peut pas entreprendre, mais nous avons quand même des potentialités au pays qui peuvent entreprendre et embaucher les autres pour accompagner l'État à lutter contre le chômage et pour le développement économique et social de toute la population togolaise. Merci beaucoup, Madame Sena Daoui. Je rappelle donc que vous êtes experte en financement des entreprises agricoles. Alors, Monsieur Bema, votre mot de fin. Alors, je voudrais aller peut-être dans le même sens en exhortant les collègues jeunes que l'entrepreneuriat, c'est vrai, tout le monde ne peut pas le faire, mais je pense que le potentiel peut
peut être créé. Oui. Et il faut toujours rester honnête et crédible. Et même quand vous avez des difficultés, quand vous vous référez à votre structure d'accompagnement, je pense qu'il peut vous accompagner à lever les difficultés que vous avez. Mais ne fouillez jamais votre responsabilité. Et c'est le plus grand défi. Et moi, je souhaiterais, pour terminer, que l'État puisse faire en sorte que le faillège, même au-delà des incubateurs qui sont en train d'être mis, que le faillège soit démultiplié dans chaque commune et créer même une sorte de compétition de création d'entreprises dans les communes et que les communes puissent mettre en place avec les faillèges accompagnateurs, mettre en place des programmes spécifiques dédiés à chaque commune en fonction des réalités de la localité que cela se retrouve, pour pouvoir inciter véritablement l'entrepreneuriat au Togo, parce que le seul outil qui peut permettre au pays de se développer réellement et de pouvoir créer effectivement des emplois, c'est l'entrepreneuriat. Et moi, je l'ai vécu aux États-Unis en parcourant 6 États et en visitant les programmes entrepreneuriaux de chaque État, et j'ai constaté qu'effectivement, les États-Unis sont construits à partir des entreprises et au Togo, on peut construire le Togo à partir des entreprises. Des entreprises également. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gallo Bema, bénéficiaire donc du faillège et promoteur de l'entreprise Green Industry Place Togo, spécialisée donc dans le recyclage des déchets plastiques. Monsieur Onyakita, votre mot de fin. Merci. Mon mot de fin, c'est une occasion pour moi de remercier la BAD, les autres institutions financières qui ont fait le déplacement et qui nous ont accompagnés et qui sont aussi venus nous accompagner au lancement de la ligne de transformation du manioc en amidon. Aussi de lâcher le mot, le conseil que le PM nous avait dit, de tenir la main des autres jeunes qui veulent à faire aussi pareil comme ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous sommes ouverts à d'autres jeunes qui veulent vraiment emboîter le pas de l'entrepreneuriat pour nos conseils et aussi nos apports pour les permettre d'éviter nos erreurs et qu'ils arrivent plus vite aux résultats escomptés. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Dodionia Kitan, bénéficiaire du PAEGSP, promoteur de l'unité de transformation du manioc en amidon de la nouvelle société de commercialisation de produits agroalimentaires dans une structure installée à Kamina, à Atchakpami. Et Monsieur Hunkali, nous terminons avec vous. Merci beaucoup. Je voudrais déjà dire un sincère merci à la télévision togolaise pour l'opportunité offerte. Ça a été toujours le cas de parler de nos initiatives. Sincère merci. Et donc, après, remercier aussi tous les PTF parce que le travail que tous les mécanismes font, commençant par le faillège, ce n'est pas seul qu'on le fait, mais avec l'apport il a cité la BAD, le PNUD, par exemple, dans le cadre des incubateurs, nous appuie fortement à le faire. Donc, tous les PTF, tous les partenaires de mise en œuvre, les institutions de financement, les banques, les IMF et tout. Et je voudrais en dernier lieu, donc, rejoindre ma voix au prédécesseur pour lancer une invitation aux jeunes. Il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'initiatives. L'État n'hésite pas à se recréer pour pouvoir offrir les conditions pour l'épanouissement de la jeune entreprise, que chacun joue sa partition, qu'il n'hésite pas, qu'ils viennent, il y a les solutions qui leur sont offertes, ils seront bel et bien pris en charge pour qu'il y ait plus d'émulation dans l'écosystème entrepreneurial. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Joël Anani Hunkali, directeur des opérations du faillège. Et merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous l'avez donc compris, l'emploi le plus sûr, c'est celui que l'on crée. Nous ne sommes pas tous appelés à être entrepreneurs, mais pour ceux qui voudraient justement entrer dans l'entrepreneuriat, vous avez des exemples, vous avez des précurseurs, mais également vous avez des mécanismes de soutien et d'accompagnement. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.
Seigneur, pour ce repas. Bénis les mains qui ont préparé. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Chérie, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Ah bon? Oui. Ok, j'écoute alors. J'ai pu inscrire Adamo dans l'université privée de mon ami là. Waouh! Mais ça, c'est une très bonne nouvelle. Moi, je ne veux pas rester